Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. On est super content, en tout cas, d'être là avec vous. Avant de se présenter, je vais peut-être faire un petit sondage et c'est vous qui allez vous présenter. Donc, je vais vous demander un peu de contribution après le repas. Qui est dev dans la salle? Pas mal, pas mal. Qui est ops? 50-50, 50-50 entre les rouges et les jaunes. OK, on va se présenter. Moi, je m'appelle Alexandre Cossignac, je suis ingénieur système chez VMware. Ça fait à peu près 4 ans que je suis chez VMware. Et avant, j'étais côté client. J'ai travaillé dans le secteur public et dans le secteur privé. J'ai même eu la chance de retrouver d'anciens collègues, donc on s'est remémoré de bons souvenirs. Et je travaille avec Vincent. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Méhoc, je fais partie de l'équipe Ops depuis une vingtaine d'années, depuis la plus grande partie de ma carrière. Je dirais que je fais partie du côté Ops. Et puis il y a de ça 5 ans, j'ai en quelque sorte vu la lumière, donc maintenant je me positionne plus en tant que DevOps. Et tout comme Alexandre ici, j'ai un petit côté bondissant. Exactement. Alors on a voulu introduire ce meeting par ce qu'on va appeler le Phoenix Project, un bouquin de Ging Kim. Qui a lu le Phoenix Project? Qui connaît? OK. On pourra rattraper ça. On verra sur la fin. On a quelques goodies sympas sur notre stand. Je vais vous raconter un peu l'histoire. En gros, le Phoenix Project, c'est l'histoire d'une société qui s'appelle Parts Unlimited, qui a un projet structurant qui s'appelle The Phoenix Project. Et comme beaucoup de projets dans une entreprise, il a pris du retard et il a dépassé les budgets. OK. Le CEO appelle le manager, qui s'appelle Bill, très américain, et lui dit, écoute, tu as 90 jours pour pouvoir faire en sorte que ce projet soit en production, sinon j'outsource tout la DSI. Voilà, c'est le challenge de départ. Je ne vais pas spoiler la fin, ça se passe plutôt bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il en ressort 3 piliers dans ce bouquin-là. Le premier pilier, ça va être l'automatisation. En gros, automatiser l'ensemble de vos tâches. Maître mot. Ensuite, le deuxième pilier, c'est améliorer les boucles de feedback entre les devs et les ops. Donc on a fluidifié la chaîne de valeur et maintenant on voit comment on peut travailler de concert pour pouvoir améliorer cette chaîne de valeur. Et le troisième pilier, il s'appelle prendre des risques, avoir des approches itératives. Okay? Ça, c'est les 3 piliers qui sortent du bouquin. Et on va essayer à travers des démos aujourd'hui de vous montrer tout ça. Mais on n'est pas là pour parler du projet Phoenix, mais on est plutôt là pour parler d'une toute autre application. Alors une question d'abord, qui aime les embouteillages ici? Ok, c'était une question à peu près purement rhétorique, parce que je m'attendais à peu près à ce niveau de réponse. Personne n'aime les embouteillages, bien entendu. Et dans la compagnie fictive que l'on représente ici, on a développé une application qui s'appelle Tito, qui permet d'optimiser le temps de trajet pour se rendre à son travail. Tito, Time and Traffic Optimizer. Donc Tito a déjà été déployé en production et déjà utilisé par les employés de notre société. Donc la V1 est déjà en production, permet à chacun de voir pour chaque jour de la semaine le temps de trajet qu'ils mettent pour aller jusqu'à leur travail. Et puis, avec Alex, sur le trajet, là, dans le train, on s'est dit ça serait pas mal de l'améliorer. En fait, on s'est dit, ça serait pas mal que les gens, quand ils choisissent l'heure à laquelle ils partent, et ben, finalement, ils puissent choisir un range de temps qui leur permette de voir à quelle heure est-ce que c'est le mieux de partir de chez eux. Donc, on s'est mis à développer ça. Et puis, on va le pousser en production. Okay ? Donc, on va faire ça ensemble. Alors, on va passer à la partie démo. Alors cette application Tito, son code est disponible sur GitHub. Vous pouvez y aller, c'est github/vmehoc/Tito. D'accord. On a ici le code applicatif de cette application et puis ici on voit le rendu. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on a développé une mise à jour. Et cette mise à jour, on voudrait la mettre en production. Alors, ce n'est pas parce qu'on a fait ça dans le train qu'on va bousculer notre serveur de production comme ça. On a un certain nombre de règles à respecter dans notre société. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, dans l'interface que je vous montre ici, on peut voir en fait
ce processus de mise en production. Donc ce processus de mise en production, il m'est clairement mis à disposition ici. Donc là, je vois différentes étapes. La première étape de la gestion de ma mise à jour, c'est de déployer cette mise à jour dans mon environnement de dev. Donc dans cet environnement de dev, je vais déployer la dernière version de mon application Tito. Je vais pouvoir tester fonctionnellement que cela réponde bien aux besoins. Et puis, je vais aussi mettre à jour mon Jira, je vais aussi mettre à jour mon Slack. Et ensuite, je vais avoir une opération manuelle pour continuer le reste du process. Donc le reste du process, c'est quoi? C'est une étape sécurité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de DevSecOps. Où est-ce qu'on met la sécurité? Dès le début. Dès les étapes de déploiement de l'application et des mises à jour. Et puis, si j'arrive à passer à travers les fourches codines de la sécurité, eh bien, je vais pouvoir passer à l'étape de test et d'intégration. Et si je passe correctement ces étapes-là, eh bien, seulement à ce moment-là, je mettrai à jour mon serveur de production. OK, mon serveur de production, il se trouve ici. Donc, c'est Tito Prod. Et puis, notez bien quelques subtiles différences que vous allez voir entre les différentes mises à jour. C'est-à-dire que ici, on ne voit pas pour l'instant l'adresse IP du serveur sur lequel tourne cette application. Et puis ici, on a des logos qui ne sont pas cohérents, qui sont différents. Et puis ici, j'ai rien du tout. On va voir ce qui va apparaître par la suite. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup d'approche collaborative, et Slack se trouve dans beaucoup d'entreprises. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que Slack, c'est notre outil interne de communication, et on va faire en sorte que les humains, bien entendu, communiquent à travers Slack, mais on est aussi les robots qui puissent communiquer. Donc on va montrer un petit peu comment tout ça se passe. Okay, et puis, pour que ce soit un petit peu plus rigolo, cette mise à jour, je vais la lancer non pas de mon interface ici, mais depuis mon téléphone. Okay, donc ça a toutes les chances de ne pas fonctionner, mais on essaye quand même. Mise en production, Tito. Voilà, vient de dire avec plaisir. OK, donc mon Slack automatiquement a reçu l'information. Et puis si je retourne sur mon interface de suivi de la gestion de mes déploiements, eh bien ici j'ai mon pipeline, mon release management qui est en train de s'exécuter. J'aurais pu le lancer d'un Jenkins, j'aurais pu le lancer de plein d'autres choses, mais je trouvais ça plus rigolo de le faire depuis le téléphone. Donc ici, j'ai mon étape de dev qui va déployer ma mise à jour de Tito au sein de containers qui vont tourner dans Kubernetes. C'est très rapide, c'est d'ores et déjà disponible. Si je mets à jour, mon Jira a été mis à jour, mon Slack a été mis à jour. J'aurais pu rester dans mon Slack. Ici, je vois que le statut de mon application en dev est completed, le lien vers l'application s'affiche. Voici mon application que je viens de déployer. Mon application, je peux maintenant passer à des tests fonctionnels, c'est-à-dire que je vois bien ici les informations que j'attendais. Ici, j'ai bien les icônes qui apparaissent d'une façon qui est déjà plus cohérente. Et puis ici, j'ai une période de temps qui me permet de choisir à quel moment est-ce que je veux faire mon analyse. Donc ici, si par exemple je fais un test où j'évalue le temps de trajet entre Marseille et Aix-en-Provence, puisqu'on est à Marseille. Hop, je pars à 8h30, je dis de faire une analyse sur plus ou moins 10 minutes, et puis le soir, je rentre chez moi, il est 18h. Et puis je lance la demande d'analyse. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? J'ai mon application Tito qui est reliée à un espèce de méga big data qui est Google Maps et qui analyse le temps de trajet pour chaque jour et nous dit ici, voici le lundi, combien de temps je mettrai, le mardi, combien de temps je mettrai, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis j'ai ici en vert le temps à partir duquel c'est le mieux pour partir de chez moi, en rouge, là où c'est le pire. Et puis j'ai ici le trajet que je dois faire. Globalement, ma mise à jour, je suis content.
Okay, fonctionnellement, ça répond à ce qu'on avait codé ensemble dans le train. Pas mal. Donc, à partir de là, eh bien, je vais lancer la suite du processus. C'est-à-dire que maintenant, je vais passer à travers les différentes étapes de sécurité. Donc, en sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer les derniers patchs de sécurité. On va analyser la vulnérabilité des containers. On va faire du pen testing, des tests de pénétration. On va utiliser du Sonatype. On va utiliser du ZAP. On va utiliser tout ça. Une fois que ces étapes se passent bien, dans l'étape testing et intégration, on va faire les tests unitaires, les tests automatisés, les tests de charge. Si cela se passe bien, eh bien, on prévient Jira que le référentiel est en train de changer et que le serveur de production va être mis à jour. On prévient aussi les éléments CMDB gérés par les équipes opérationnelles. Ensuite, on va mettre à jour le serveur de production. Alors, le serveur de production, c'est un petit peu mon saint Graal. Okay, là, je suis revenu à la V1. D'accord, je vous ai montré la V2 tout à l'heure, qui tourne pour l'instant en dev. Et maintenant, on est en train de pousser cette V2 en production. Okay, donc, on va tirer parti d'une capacité de Kubernetes qui s'appelle le Rolling Update, qui en gros fonctionne de la façon suivante, c'est qu'on va prendre les containers avec l'ancienne version, la V1, et puis on va mettre les containers avec la nouvelle version. Et puis on va faire rouler cette mise à jour à travers l'ensemble des containers en mettant à jour le load balancer pour qu'il envoie les flux vers les containers contenant la V2. Okay, donc là j'en suis à la mise à jour de mon serveur de production. Et globalement, on va pouvoir suivre ça, notamment en mettant à jour le browser. C'est-à-dire que si j'appuie ici, eh bien, à un moment, je vais voir la nouvelle version sur mon serveur de production. Donc, on va voir le serveur de production passer de la V1 à la V2. Alors, ça peut mettre un petit peu de temps. Alors, on va rescanner. OK, je viens de passer d'un container avec mon ancienne version à un container avec la nouvelle version. Donc je viens de mettre à jour mon serveur de production. Je vois ici les éléments qui ont changé, le range qui est mis à disposition. Les utilisateurs peuvent maintenant bénéficier de cette mise à jour. Alors ici, j'ai la mise à jour de mon serveur qui est finie. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, pour chacune de ces étapes, en fait, je peux suivre en fait, ce qu'il se passe. Donc c'est très simple finalement de comprendre, de troubleshooter le cas échéant. Ici, je vois que j'ai mis à jour Slack. Encore une fois, on aurait pu rester sur Slack. Hein, on lance la mise à jour depuis le téléphone et puis ensuite de Slack, on voit le passage à travers les différentes étapes. Donc là, j'ai mon serveur de production qui a été mis à jour. Et puis globalement... Bravo. OK, cool. Cool. Bon, j'ai compris qu'en gros, tu as automatisé l'ensemble des tâches. Tu sais, moi, j'y connais pas grand-chose. Donc, j'ai compris que tu as automatisé l'ensemble des tâches, ça faisait des lumières vertes. Mais bon, ce que tu me décris un petit peu, c'est un peu le monde des bisounours. Hein. Okay, parce que moi, depuis ce matin, je discute avec quelques personnes dans la salle, notamment qui sont Ops, et en général, ils me disent que ça ressemble plutôt à ça, voire à ça. Okay, donc... Comment tu fais aujourd'hui? J'ai compris que tu avais pris ton téléphone de Kiku, tu as déployé ton truc avec ton assistant vocal, ça a parlé à ton Slack, mais grosso modo, les Ops, là. Ok, tu as fait plaisir aux devs. Comment c'est vécu côté Ops? Ok, c'est une très très bonne question, Alex. Écoute, je te remercie de me l'avoir posée. Hein. C'est vrai que tout ça, ça se fait pas tout seul. Hein. Tout ça, c'est pas le monde des bisounours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre de quelques étages et puis on va regarder comment est-ce que tout ça fonctionne. Finalement, le réseau, la sécurité, c'est joli. Ce que je vous ai montré avant, c'est bien, mais ça tourne sur des moteurs. D'accord ? Et ces moteurs, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour les gérer. Hein ? Le réseau, la sécurité, le monitoring, le maintien en conditions opérationnelles, les cyberattaques, hein, je pense qu'on est tous au courant. Ouh, mon Dieu, il faut faire attention
à ces éléments-là, les espèces d'aspects régaliens des équipes Ops. Comment est-ce qu'ils font pour faire leur travail dans ce monde qui change un petit peu? Comment est-ce qu'on fait pour que dans le monde des DevOps, il y ait effectivement les équipes Ops qui soient au courant, qui soient pleinement intégrées? Alors, on va faire plusieurs choses ici. On va regarder ces différents moteurs. Alors en premier, la question c'était finalement, j'ai un Kubernetes dans lequel j'ai déployé mes containers. Ok, super. Je l'ai eu comment ce Kubernetes? En premier lieu. On a ce portail ici de self-service qui permet exactement ça, qui permet en fait de déployer du Kubernetes as a service. Ok. Donc ici, je vois notamment que je peux créer un nouveau cluster, je peux ajouter un nouveau cluster. Et si j'ai un Kubernetes de dev qui a été déployé, j'ai son adresse qui est disponible ici. J'ai le kubeconfig qui est disponible ici, qui est en fait la clé, le token qui me permet de me connecter à Kubernetes et de faire tout ce dont j'ai besoin après. Donc ici, j'ai un Kubernetes qui m'a été déployé, et complètement intégré avec le reste du data center, avec tout ce qui est réseau, sécurité, monitoring, etc., etc. Alors depuis cette même interface, je peux tout à fait déployer aussi mes containers. C'est-à-dire que ici j'ai du Postgres, j'ai de l'Elasticsearch, du Jenkins, du MariaDB, Nginx, MySQL, Redis, Mongo, etc., etc. Et puis je pourrais tout à fait dire, tiens, eh bien s'il te plaît, déploie-moi aussi mon application Tito. Hein, tout ça, ça va se connecter à la registrie privée que l'on a. Et c'est bien, ça, mais il y en a certains dans la salle qui peuvent se dire aussi, c'est bien les interfaces graphiques parce qu'il y a certaines populations auxquelles ça plaît, mais on a d'autres populations, si on leur met ça à disposition, ils disent non, 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 tu nous donnes quelque chose de programmatique, s'il te plaît. Tu nous donnes de la ligne de commande, tu nous donnes de l'API, mais tu nous donnes quelque chose qu'on peut intégrer dans notre monde. Alors on va entrer dans la partie un petit peu la plus technique en quelque sorte hein, de la démo. C'est-à-dire que ici j'ai ma ligne de commande, j'ai mon Linux, ok. Je lance ma commande de gestion des services, là, mon kubectl get svc, et puis ici j'ai finalement l'adresse de mon application Tito qui tourne en tant que container dans mon Kubernetes. Ok, hein, si jamais ici je décide de supprimer tout ça et je souhaite m'y connecter, c'est down. Ben voilà, c'est done. Je ne peux pas m'y connecter. Ça ne répond plus. Okay, à l'inverse, si jamais je fais un create, eh bien, j'ai l'ensemble de mon application qui se met en marche. Alors quand je dis l'ensemble de mon application, c'est un petit peu la magie des containers, hein, c'est ça qui est sympa. Je veux dire, là je mets à disposition plusieurs front-ends auxquels on se rejoint à travers les load balancers, j'ai du back-end derrière, tout ça, ça passe par des réseaux qui sont mis à disposition, etc. etc. Hein, donc hop, si je me remets ici, at some point, voilà, ça revient. Voilà. Ok, on va redescendre encore d'un ou deux étages. Parce que, pardon, avant qu'on descende d'un ou deux étages, il y a quelque chose d'autre que je dois vous montrer. C'est que tout ça, c'est extrêmement dynamique, d'accord? Donc là, notamment mes front-ends, là, j'en ai deux. Donc si jamais ici je dis, tiens, montre-moi s'il te plaît le nombre de pods. Non, pas pods. Pod, voilà. Donc ici, j'ai mes deux pods là pour mon application Tito, d'accord? Et puis, comme tout ça, c'est extrêmement dynamique, finalement, Kubernetes, s'il te plaît, donne-moi 20 pods, 20 front-end. Et automatiquement, bing, Kubernetes, il crée tous les machins, il met à jour le load balancer, hop, c'est en train d'être créé. Et puis, hop, au fur et à mesure, j'en ai de plus en plus qui sont dans l'état running. Ok, donc ça, c'est bien, parce que c'est très, très dynamique. Après, vous avez des équipes qui peuvent se dire, mais comment est-ce que je fais pour suivre ce qui se passe dans ce monde super dynamique? Comment est-ce que je fais pour fournir mes services régaliens? Comment est-ce que je fais d'un point de vue réseau pour accompagner ce dynamisme? Non pas le bloquer, mais l'accompagner pour que, en cas de troubleshooting, en cas d'audit ou je ne sais quoi, j'ai la possibilité de comprendre ce qui se passe dans ce réseau, dans tout ce qui se passe là. Donc, pour vous montrer ça,
hop, on va redescendre d'un étage et on va entrer ok, dernier essai. Non. Ok. Pas de souci, j'ai mon backup. Tac. Ok, alors ce que je vais vous montrer ici, c'est finalement quand on redescend d'un étage et qu'on descend au niveau de ce que les équipes qui gèrent le réseau et qui gèrent la sécurité voient, finalement on va se poser la question un peu de comment est-ce qu'eux peuvent suivre ce qu'il se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette interface ici, je vois tous les éléments sur la gauche. Vous voyez, je vois des load balancers, je vois du firewall, je vois du routage, je vois ce qu'il se passe au sein de mon Kubernetes. Et finalement, je peux faire un certain nombre de choses. Je peux analyser ma sécurité, je peux analyser les flux, par où est-ce qu'ils passent. Et notamment, ici, vous voyez les différents membres de mon application Tito. Donc ici, j'en ai une vingtaine de ces front-end. Et du coup, en cas d'audit, de troubleshooting, je suis capable de comprendre ce qu'il se passe dans la sphère plus haut au sein de Kubernetes. Kubernetes n'est pas une boîte noire. Okay, je l'intègre au sein du fonctionnement de mon data center. Et du coup, si jamais ici, au sein de Kubernetes, eh bien, je passe sur un nombre de réplicas à 2, donc je change drastiquement mon nombre de front-end, eh bien ici, je vois automatiquement le nombre de front-end qui sont utilisés, qui redescendent aussi à 2. Donc ça, c'est une première chose. J'ai la visibilité de ce qui se passe au sein de Kubernetes. Maintenant, un autre élément souvent qui vient en jeu, c'est OK, moi j'aimerais bien comprendre finalement par où passent ces flux. Hein, un container A qui a besoin de parler à un container B, finalement par où est-ce qu'il passe? Il y a plusieurs niveaux de réseau qui sont mis en place. Donc comment est-ce que je fais pour avoir une cartographie qui soit claire de par où passent les paquets entre ces différents éléments très dynamiques? Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander finalement au data center, au software defined data center, eh bien, montre-nous finalement les liens qui existent entre ces containers Nginx et ces containers Apache. Et là, j'ai la carte qui montre ici mon container de gauche, par où est-ce qu'il passe? Eh bien, il passe par un layer 2 qui est relié à un élément de routage, qui est lui-même relié à un autre élément de routage qui permet d'accéder à ce dernier container. Et tout ça, ça tourne sur les serveurs physiques qui sont représentés de façon sous-jacente. J'ai la compréhension des différents étages de ma fusée. Ok, cool. Donc en gros, ce que je retiens, c'est que tu as donné finalement à tes devs une API pour se connecter à un cluster Kubernetes que tu pouvais provisionner à la volée via un catalogue de services, que finalement, d'un point de vue Ops, tu peux gérer en fait la création des containers comme des objets vraiment classiques de ton data center, avoir du monitoring, une cartographie applicative, et d'avoir tous les outils finalement côté Ops, réseau, sécurité, micro-segmenter tes conteneurs, filtrer, etc., provisionner tes load balancers à la volée, c'est assez bluffant. Ok, donc maintenant on était côté Ops, on a les outils. Ce que je vois souvent, moi, c'est que ça se renvoie quand même la balle. C'est-à-dire que le dev va dire « Attends, moi, mon code, il est excellent. Ton infra pourri, tu revois un peu ton infra. » Puis l'Ops, il va lui dire « Attends, non, moi, mon infra, j'ai confiance. Par contre, je pense que tu as codé avec tes pieds. Donc, tu vas revoir un petit peu ton code. » Donc, comment tu fais pour avoir cette vision-là à 360 degrés? C'est une très bonne question. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a ce jeu de ping-pong qui se met en place finalement entre les différentes équipes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a cette problématique. On a cette problématique. C'est-à-dire que, ici, là, dans l'exemple que je vous disais, finalement, mon application Tito, là, que j'ai déployée,
en fait, on a des retours des utilisateurs qui nous disent, globalement, on aimerait bien que ce soit un petit peu plus rapide. C'est-à-dire que ici, si je demande par exemple le trajet entre Marseille et Paris, et puis que je demande un certain range de temps... Je pense qu'au sein du stade Vélodrome, c'est bien de faire Marseille-Paris, c'est le bon exemple, Vincent. Bravo. Voilà, exactement, pour mettre dans l'ambiance. Et du coup, on voit ici, l'application, elle met un petit peu de temps à répondre. Okay, donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème d'infrastructure? Est-ce que c'est un problème applicatif? Où se situe le problème? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, j'ai un tableau de bord qui me donne finalement cette espèce de boucle de feedback qui permet à chacune des populations de savoir quels sont leurs inputs. C'est-à-dire que ici, j'ai un tableau de bord qui me fournit une visibilité. Intéressant. J'ai un tableau de bord qui me fournit une visibilité complète à travers tous les niveaux de Tito. Donc ici, on peut voir notamment comment cela se passe d'un point de vue code, c'est-à-dire que ici, je vais analyser le temps de réponse des différentes fonctions de mon code. C'est-à-dire que notamment la fonction qui appelle Google Maps, je vais voir en combien de temps elle répond. Okay, l'axe que vous voyez ici, du bas, en fait, c'est le temps qui passe. Donc là, en ce moment, il est 1h45. Et puis, ici, l'axe que vous voyez, c'est l'unité, c'est le temps en secondes que met à répondre cette application. Et en fait, en dessous, ce qui est intéressant, c'est que je vois aussi tous les containers. Tous les containers qui sont nécessaires pour que fonctionne mon application. Et je vois pour chacun de ces containers que l'on voit ici, eh bien, les ressources CPU qu'ils ont, les ressources mémoire, les ressources réseau, etc., etc. Et finalement, quand je regarde, d'un point de vue CPU, réseau, mémoire, je n'ai pas beaucoup d'utilisation de mes ressources. Et puis, si je remonte ici, là, je vois ces petits points-là qui finalement m'indiquent qu'il y a beaucoup d'appels qui ont lieu à Google Maps, et certains de ces appels mettent un certain temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que si je recommence finalement cet exercice en disant tiens, je vais demander un trajet encore plus long entre Paris et Madrid, ça nous fait un petit peu voyager. Hop, je demande une analyse sur 50 minutes de temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est vraiment sur du temps réel. C'est-à-dire qu'ici, on voit chacun des appels qui sont faits au niveau de mon code à Google Maps et le temps que chacun d'eux prend. Donc là, je vois notamment que certains d'entre eux prennent plus d'une seconde, voire 1,5 secondes, certains encore plus que ça. Donc là, j'ai une vision très claire des différents étages de ma fusée, encore une fois, qui montre bien que l'infrastructure n'est pas particulièrement sollicitée. Si je rajoute plus d'infrastructures, ça ne va pas aider. Par contre, au niveau de mon code, j'ai certainement un axe d'optimisation assez important en parallélisant mes différentes requêtes. Et finalement, faire des ennemis les meilleurs amis. C'est ça. Donc en gros, tu as fait plaisir aux devs sans traumatiser les ops. Exactement. Alors, je ne vous invite pas à mettre un masque et à faire un câlin à votre voisin. Ce n'est pas le sujet. Mais franchement, super comme démo. Maintenant, on n'a pas toujours l'opportunité, la chance, à vous de voir comment vous le constatez. On travaille avec du container, de la machine virtuelle, du cloud privé, du cloud public. Enfin, on nous bassine dans l'hybridité. Donc, effectivement, des technos, il y en a pléthore. Comment tu fais si, par exemple, je te dis, voilà, moi j'ai un autre projet, go, on y va, tu viens avec moi et on a une infra à monter un peu hybride avec du service chez AWS, par exemple. OK. Alors, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on va faire ça ? C'est le quotidien des développeurs, finalement, ça. C'est d'être appelé sur plein de projets différents. Donc là, justement, je suis appelé sur un autre projet pour une application complètement différente. Et finalement, j'ai besoin, moi, d'un environnement sur lequel je vais pouvoir tester mon code. Et puis, j'ai aussi besoin de comprendre un petit peu comment fonctionne cette application. Donc, il m'a été donné un lien, et ce lien, je viens de l'activer ici. Ce lien, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'amène sur cette interface. Ce qui est un petit peu troublant, c'est que cette interface, elle est toute blanche. Alors, cette interface est toute blanche, mais ici, je vois sur la gauche que j'ai des éléments de type cloud agnostique. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que je pourrais peut-être créer une application qui soit agnostique envers les différents clouds. Ensuite, je pourrais déployer cette application, par exemple, dans le cloud public pour ma partie dev, et ensuite
faire revenir chez moi pour la prod, sans avoir besoin de modifier cette application. Ça, c'est intéressant. Et finalement, quand je prends ces différents éléments, que je fais du drag and drop, eh bien, je peux dessiner mon application. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la gauche, là, ce que je vois, c'est qu'en fait, j'ai de l'infrastructure as a code qui se met en place de façon dynamique. C'est-à-dire que je peux manipuler à travers l'interface graphique, mais je peux aussi manipuler à travers le code. Donc si par exemple ici je décide de modifier mon load balancer, donc ici je vois tout le code lié à mon load balancer, et si jamais je dis tiens load balancer, tu me renvoies tous les flux sur cette machine-là, eh bien automatiquement j'ai mon code qui a été dynamiquement mis à jour. Donc là c'est intéressant parce que je peux finalement créer mon architecture applicative. Et puis, utiliser certainement des services de type cloud agnostic qui vont me donner ce degré de liberté envers le cloud, qui est plutôt intéressant. Mais je peux aussi utiliser des choses spécifiques par rapport à différentes technologies, par rapport à vSphere bien sûr, mais aussi par rapport aux services natifs AWS, qui sont si intéressants. On peut gérer des instances, des volumes, des services de type Kinesis, KMS, EMR pour tout ce qui est Big Data, Database as a Service avec RDS, tout ce qui est IAM, tout ce qui est Lambda pour tout ce qui est serverless, Route 53, Redshift, etc., etc. Donc dans ce canevas, finalement, je peux mixer les différents types de technologies et construire le type d'application que je veux avec une optique infrastructure as a code. Mais ça me dit toujours pourquoi pas, ça me dit toujours pourquoi est-ce qu'ils m'ont envoyé ce lien où finalement je dois dessiner mon application. Ce qui est intéressant, c'est que ici, je vois que j'ai différentes versions. Donc a priori, je peux voyager à travers ces différentes versions et peut-être, est-ce que je peux comprendre finalement comment est faite cette architecture? Effectivement, je vois qu'en version 1, cette application était juste faite d'un web tier. En version 2, on a clusterisé cette application, on y a ajouté un réseau. Et là, en V3, finalement, j'ai l'application telle que je vais pouvoir l'utiliser, qui est faite d'un DB tier, d'un web tier. Et sur la gauche, ici, je vois tout le code qui est utilisé, donc le code qui décrit mon infrastructure, l'utilisation de Cloud Init pour passer, pour installer tous les composants applicatifs à l'intérieur des machines. Et puis ici, j'ai différents inputs que je vais pouvoir demander à mes utilisateurs. Lorsque je vais déployer cette application, eh bien, mes utilisateurs, je vais leur demander, par exemple, est-ce que c'est pour dev, est-ce que c'est pour prod, est-ce que c'est pour tel projet, etc., etc. Et en fonction des choix, ça va être dynamiquement routé vers le bon cloud. Alors c'est intéressant parce que ici, je peux me balader dans les versions, mais en soi, je pourrais aussi faire des diffs. Donc je peux faire des diffs entre ma V3 et ma V2. Donc là, je vois bien le code, la différence de version entre le code, entre mes différentes versions. Et je peux le voir aussi de façon visuelle. Qu'est-ce qu'on a ajouté entre les différentes versions de mon application? Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a une approche itérative, c'est-à-dire que lorsque je vais déployer cette application, eh bien, sur mon environnement de production, ça ne va changer que les éléments à mettre à jour. Si jamais je veux revenir dans le temps, dans une version précédente, eh bien, je vais pouvoir le faire là aussi. Alors, ici, on parle quand même pas mal d'infrastructure as a code, donc un des intérêts de l'infrastructure as a code, c'est certes que l'on peut le manipuler de façon programmatique, mais c'est aussi qu'on peut le stocker dans GitHub. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, j'ai un GitHub dans lequel j'ai différents blueprints. Et finalement, j'ai un nouveau projet sur lequel je dois travailler. Et pour ce nouveau projet, en fait, ils m'ont envoyé l'ensemble de l'infrastructure as a code qui est nécessaire pour déployer mon application. Donc là, pour l'instant, on était quand même sur des services un petit peu simples. Hein. Qu'est-ce qui se passe si on a besoin de services un petit peu plus complexes, qui font appel à des services natifs AWS, qui font appel à différents niveaux de services? Eh bien, ici, j'ai mon application de détection de fraude. Et en fait, ce qui est intéressant, alors, je vous demande une seconde d'attention sur cette partie-là, parce que c'est un petit peu rapide. Ce qui est intéressant, c'est que ici, j'ai simplement à faire mon glisser, mon copier-coller, et automatiquement,
j'ai l'ensemble de l'architecture qui vient s'afficher devant moi. Et ce qui est intéressant, c'est que cette architecture, elle est faite de multiples types d'éléments. C'est-à-dire que j'ai des éléments de type cloud agnostique, et puis j'ai des éléments de type natif, AWS, RDS, S3, IAM, EMR, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui conclut les démos que l'on voulait vous montrer, parce que le propos que l'on voulait vous montrer à travers ces démonstrations-là, c'est que finalement, quel que soit le type de région, le type de planète, le type d'univers dans lequel vous voulez aller, on va vous accompagner pour vous permettre d'assurer les différents besoins essentiels de compréhension, de visibilité, de schéma opérationnel cohérent, quel que soit le type de cloud, quel que soit le type de technologie utilisée. Et tout ça, ça existe? C'est de la roadmap ou on est en plein dedans? Ça sort en 2020. Non, c'est pas vrai. C'est immédiatement disponible. On verra par la suite comment est-ce que vous pouvez y accéder, mais c'est immédiatement disponible. C'est pas de la tech preview, c'est pas de la roadmap. Vous allez sur une adresse web que l'on vous donnera par la suite et vous pouvez commencer à consommer immédiatement ces solutions. Écoute, tu m'as, honnêtement, enfin, je ne sais pas pour vous, moi, ça m'a bluffé. J'avais l'idée de VMware, focus virtual machine, VM-centrique. Du reste, on a croisé pas mal de monde ce matin qui sont venus nous voir au stand. Mais pourquoi vous êtes là? Vous ne faites pas de la machine virtuelle? Eh ben non, pas que. Désolé de vous recevoir, mais non. Non, on est franchement super content parce que ce qu'on a voulu véhiculer, c'est qu'on est API first. On a fait du CI/CD sur du container, de la VM. On a fait des outils de monitoring pour les devs, pour les ops. On a fait du réseau et de la sécurité, microsegmentation, load balancer à la volée. Tu as présenté de l'infrastructure as code et sur du public, cloud privé. Donc en 35 minutes, il est 56, on a tenu les délais. Voilà ce qu'on a essayé de vous démontrer, on espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais me tourner vers toi, Vincent, et je vais te demander ce que c'est les prochaines étapes. Finalement, si je résume, automatisation, premier pilier du bouquin Phoenix, check. Deuxième, feedback. Ouais, j'ai changé, j'ai arrêté les chiens, j'ai mis des humains. Check. Troisième, démarche itérative, prendre des risques, check. Donc c'est quoi du coup la prochaine étape, Vincent là? Alors la prochaine étape, c'est déjà d'intégrer le fait que VMware ne fait pas que de la machine virtuelle. On fait du Software Defined Data Center. On fait en sorte que le data center soit agile, programmatique. Les VM, les containers ont besoin de cette agilité. La deuxième chose, c'est que l'on accompagne sur les aspects multi-cloud de façon à permettre de consommer les clouds, qu'ils soient privés ou publics. Et ce que je vous propose ensuite, eh bien, c'est de venir voir à notre stand pour que l'on vous présente tout cela plus en détail, que vous nous partagiez finalement quels sont vos projets, comment est-ce qu'on peut vous accompagner. On a des goodies qui sont plutôt pas mal. D'abord, on a une machine à popcorn. Voilà. Merci, monsieur Frédéric Grange, pour l'idée. Voilà. Voilà, tout le monde a grossi, super. Deuxièmement, ce livre dont on parlait, ce livre Phoenix, qui est un petit peu la Bible du mouvement DevOps, qui est donné à lire pour tous ceux qui font des MBA, ce genre de choses, on vous en donne. On n'en a pas une pile illimitée, mais les premiers arrivés, on vous donnera ce livre parce qu'on a adoré le lire et parce qu'on pense que c'est une des bases pour pouvoir faire du DevOps chez soi. La troisième chose que l'on va vous donner, après les popcorns, les livres, ça va être des accès pour consommer les services dont je vous ai parlé. Encore une fois, ce n'est pas de la roadmap, c'est immédiatement disponible. Et puis, vous pourrez aussi rencontrer notre partenaire Axience, qui accompagne sur ce type de projet DevOps au quotidien. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.